Alors ce que je vous ai fourni ici, c'est ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. Dans la version anglaise de InDesign, c'est File Package. Dossier d'assemblage, c'est-à-dire qu'on avait créé un document InDesign. J'ai créé un document InDesign et pour vous le transférer, j'ai demandé à InDesign de tout rassembler dans un dossier. Le document InDesign, l'extension .indd, le même document en IDML qui permet d'ouvrir le document InDesign dans une ancienne version de InDesign, bien que ce ne soit pas très recommandé, mais si on n'a pas le choix, si vous n'avez pas la même version InDesign que moi, si vous avez une version plus ancienne, le IDML, ça peut servir. Mais sinon, ça ne sert pas, le IDML. C'est juste pour ouvrir le document InDesign dans une version plus ancienne de InDesign. Vous avez le document en PDF pour ceux qui n'ont pas InDesign, pour qu'ils puissent voir ce que le document InDesign contient. C'est la version PDF. Donc tout ça, c'est fait par InDesign tout seul. C'est le dossier d'assemblage. Quand on demande fichier assemblage, quand on est en train de créer un document InDesign. Et c'est ce que vous devrez faire chaque fois que vous voulez transférer un fichier d'un ordinateur vers un autre, de l'école vers chez vous, ou inversement, ou d'un ordinateur de l'école vers un autre ordinateur de l'école, que ce soit Mac ou PC, c'est compatible, ça passe. Il vaut quand même mieux utiliser les polices fournies par Adobe, comme ça c'est plus facile, on a moins de problèmes de police quand on passe de Mac à PC et inversement. Donc voilà, c'est le genre de dossier que vous devrez faire pour transférer vos documents d'un ordinateur à l'autre. Le fichier des instructions, là, le TXT n'est pas rempli, donc vous vous en occupez pas. Il est fait d'office par le système d'assemblage. Alors, quelque chose d'assez intéressant, ce sont les fontes. Donc, les fontes utilisées par le document sont mises dans un dossier des fontes. Dans ce cas-ci, je ne sais pas, quand vous avez ouvert le document InDesign, si vous avez eu des messages sur les polices de caractères manquantes, ne vous en occupez pas. Logiquement, vous devriez installer les polices qui sont là, les installer sur l'ordinateur, dans le dossier fonte de l'ordinateur, et relancer le document InDesign. Et là, le message de police manquante n'apparaîtrait plus. Mais on ne va pas s'ennuyer avec ça. Si vous avez des polices manquantes, ce n'est pas un problème pour ici. Le dossier des liens contient plein de liens, des ressources utilisées par le document InDesign, parce que les images haute définition ne sont pas réellement intégrées au document InDesign. Il les utilise, il y a un lien entre le document InDesign et les ressources. Alors on est sur un Mac, là vous êtes sur un Mac, vous n'avez pas eu de problème pour dézipper. Si vous essayez de dézipper le zip sur un PC, les noms longs d'images là ne passeront pas. Sauf si vous avez, et c'est possible depuis mai 2016, vous avez enclenché une fonction dans Windows qui permet d'accepter les noms longs. Mais la plupart des gens ne le font pas, ils ont un chemin d'accès limité à 256 caractères, et donc déjà si on a des noms d'images qui sont longs comme ça, ça foire. Donc si vous essayez de dézipper le zip que je vous ai refilé là, vous essayez de le dézipper sur un PC Windows, vous aurez des messages d'erreur, certaines images ne seront pas décompressées, elles ne seront pas dans le dossier final décompressé. Sur Windows, bien sûr, pour dézipper un zip, vous faites un clic droit extraire. C'est le gros piège de Windows. Quand vous double-cliquez sur le zip sur Windows, vous avez l'impression de voir l'intérieur du zip, vous avez l'impression que c'est décompressé, mais c'est inutilisable. Inutilisable. Vous ouvrez le document InDesign au départ d'un zip sur lequel vous avez double-cliqué sur Windows. Le document InDesign ne verra pas les images, il ne verra rien du tout. Ça va foirer. Donc, bien sûr, sur un Mac, on dézippe en double-cliquant sur le zip. Sur le PC, ce sera en faisant clic droit extraire. Donc le document qu'on utilise pour démarrer la formation aujourd'hui, c'est cette adresse-là, que je vous ai simplifiée avec le système Bitly. Et donc c'est cette adresse-là qui vous a permis de télécharger le document. Les majuscules, les minuscules, ça compte, 2F, PZ, B, JU. Il faut taper ça avec Bitly juste avant / dans un navigateur web et vous avez réussi à télécharger le document. Donc ici, je vais ouvrir dans InDesign le document INDD. Alors bien sûr, vous ne l'avez pas mis sur une clé USB, il ne faut jamais faire ça. On ne travaille jamais un fichier qui est sur une clé USB. C'est le meilleur moyen de perdre tout ce qu'on fait. Une clé USB, c'est pour transférer des informations d'un ordinateur à l'autre, éventuellement pour stocker, pour backuper, mais ne vous fiez surtout pas aux clés USB et ne travaillez jamais dans les logiciels directement au départ de la clé USB. Alors, le document ici, c'est ouvert. Donc, on va naviguer un peu dedans. Vous avez Alt roulette. La roulette de la souris en enfonçant la touche Alt permet de zoomer.
Si la roulette ne fonctionne pas sur votre ordinateur, vous allez utiliser le raccourci clavier CMD barre d'espacement. C'est le raccourci pour la loupe. Et vous cliquez. Alors vous allez dire, oui, il y a la loupe dans la palette des outils. Mais bon, quand on est un peu pro, on ne va jamais activer ces choses-là. Dans les logiciels Adobe, on utilise les raccourcis clavier. On ne quitte pas l'outil qu'on est en train d'utiliser pour aller activer la loupe ou la main. C'est foireux. Donc, barre d'espacement, touche commande sur le Mac, barre d'espacement contrôle quand vous serez sur un PC. Quand vous cliquez, ça zoome en avant. Barre d'espacement, commande Alt. Quand vous cliquez, ça zoome en arrière. Sinon, vous avez Alt roulette si vous avez la chance d'avoir une roulette qui fonctionne. Voilà. Alors la palette des outils, chez moi, je l'ai mise en 2 colonnes, comme vous voyez. Je vous invite à la mettre également en 2 colonnes. Elle est en 1 colonne chez vous, mais le problème, c'est que les échantillons couleurs, tout ça est assez petit, il y a des choses cachées. Donc mettez ça en 2 colonnes avec la double flèche à cet endroit-ci, la palette des outils. 1 fois, 2 fois sur la double flèche. Si vous avez cliqué sur la croix, c'est malin. Vous n'avez plus de palette des outils. Donc il faudra aller dans le menu Fenêtre, aller rechercher les outils pour les faire réapparaître. C'est par ordre alphabétique. Dans le menu Fenêtre, toutes les palettes sont là. Voilà, donc palette des outils en 2 colonnes, c'est parfait. Dans le bas de la palette des outils, quand elle est en 2 colonnes, vous avez 2 icônes. On peut aussi passer de l'une à l'autre, comme le petit infobule nous l'indique, en utilisant la lettre W. Donc si vous n'êtes même pas en train de cliquer sur les icônes, vous utilisez la lettre W. Ça suppose que vous n'êtes pas en train de travailler dans du texte dans InDesign, bien sûr, sinon ça mettra un W dans votre texte. Mais quand on n'est pas en train de travailler sur du texte, voilà, on passe d'une icône à l'autre. Et on a donc 2 manières de voir les documents dans InDesign. La manière où on voit les constructions, et ça en général c'est comme ça qu'on bosse dans InDesign, on voit les constructions des choses, et la manière aperçue qui vous simule un peu la sortie finale. Ça vous enlève les constructions, sauf bien sûr quand on active avec la flèche noire certains blocs, on arrive à voir les constructions. Mais donc l'aperçu ici vous donne une prévisualisation du document final. Alors dans InDesign, un document final c'est quoi? Dans ce cas-ci, c'est clairement un document double page. On a une page de gauche et une page de droite. C'est un document recto verso. Mais dans InDesign, on peut également faire des applications, des magazines interactifs. Donc ça peut être pour une tablette, pour un smartphone. Au départ de InDesign, c'est des choses qui existent, notamment quand on ajoute un module qui s'appelle Aquafadas, qui est ici. Voilà. Ça, vous ne l'avez pas, mais c'est gratuit. En tout cas, l'installation du module et apprendre à l'utiliser, c'est gratuit. Ça va commencer à douiller, à payer. Vous allez commencer à payer quand vous allez vouloir publier vos publications. C'est à ce moment-là que ça commence à coûter cher. Parce que publier des choses, des applications sur l'Apple Store ou sur le Google Play, tout ça, ça coûte cher. Mais donc, ça c'est la bonne nouvelle. Vous pourriez, si ça vous intéresse un jour, apprendre à faire des magazines interactifs. Mais bon, ça suppose que vous allez vous spécialiser dans la mise en page, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre vous. Alors il faut savoir que ce cours de mise en page ici, c'est moi qui l'ai mis il y a 3 ans dans la première année, parce qu'on avait un petit problème, il n'y avait pas de cours de mise en page. Donc les étudiants étudiaient Illustrator, Photoshop, etc. et la 3D dans la première année de l'école. Et les étudiants n'allaient pas finalement, tous évidemment, dans la section de 2e année dans laquelle on étudie la mise en page. Donc ils sortaient finalement, avec beaucoup de chance, s'ils avaient de la chance et avec beaucoup de travail, ils sortaient finalement diplômés infographistes en fin de 3e année, sans savoir faire de mise en page. Et donc c'est un peu ridicule parce que pendant toutes leurs études, voire même après leurs études, quand ils doivent faire une mise en page, ils utilisent Photoshop ou Word. Donc c'est foireux. Donc c'est pour ça que le cours de InDesign quand même, puisqu'il fait partie de la Creative Cloud, il fait partie de la Creative Suite, il est intégré maintenant à la première année. Donc si vous devez faire des dossiers par la suite, même des présentations PowerPoint, c'est possible de les faire dans InDesign. C'est mieux que PowerPoint à certains points de vue. Au niveau graphique, pour faire des choses graphiques qui en jettent, InDesign est mieux que PowerPoint, bien que PowerPoint a plein d'aides pour automatiser les choses. Hein. C'est pas mal aussi. Mais donc voilà, ça c'est un peu l'idée. Pourquoi est-ce que le cours de InDesign est là en première année? C'est pas pour vous inciter à aller dans telle ou telle section en 2e, ça vous choisissez, c'est vous qui voyez. C'est surtout pour vous aider. Alors, on va aller dans le menu, dans la palette page. Vous allez dans le menu fenêtre, page. On fait apparaître la palette page. Alors, la palette page, elle est là sur le côté. Vous allez cliquer dessus, puis vous allez la détacher avec son onglet. En faisant un clic et glisser, vous détachez la palette, elle devient une palette flottante, et vous pouvez même l'agrandir. Voilà. Alors, ma palette page, elle est particulière. Regardez, quand je la prends par son petit coin en bas à droite et que je la bouge,
Eh bien, ok, j'ai rien dit parce que ça s'est effacé, donc... ok, ça ne le fait pas. Eh bien, on va faire en sorte que les pages s'affichent chez vous et chez moi, l'une à côté de l'autre. Donc, vous allez dans le menu de la palette pages, jusqu'à la ligne afficher les pages. Donc, chaque palette a un menu, en fait, en haut à droite. Vous allez juste dans le menu de la palette pages, jusqu'à afficher les pages et vous demandez horizontalement. Voilà, et vous avez les pages horizontalement, sauf si, bien sûr, vous avez laissé la palette... étroites comme ça, elles se mettent l'une au-dessus de l'autre en chemin de fer, on appelle ça le chemin de fer. Mais si vous élargissez la palette, vous avez les pages qui se mettent l'une à côté de l'autre. Ça peut être sympa pour voir la totalité du document. Avoir une vue d'ensemble. Alors par contre, les gabarits, les modèles de pages sont toujours verticalement. Donc on va aller également dans le menu de la palette pages jusqu'à la dernière ligne, option de panneau. Et vous allez... décochez ici l'option qui s'appelle afficher verticalement. Afficher verticalement. Voilà, on décoche pour ce qui concerne les gabarits. Je vous remontre rapidement pour arriver à voir les gabarits qui sont comme ça, l'un à côté de l'autre, qui se mettent horizontalement quand on a agrandi la palette comme ça. Menu de la palette page. Dernière ligne, option de panneau. Et là-dedans, vous avez une case à décocher, afficher verticalement, en ce qui concerne les gabarits. Bon, là, je me suis rendu compte que mon InDesign était en français. J'ai quand même mis InDesign en anglais ici. Donc, je suis allé changer la langue du système d'exploitation. Je suis passé de français à anglais. Et puis, je relance InDesign. Et étant donné qu'il a été installé en plusieurs versions, il va se lancer maintenant en anglais. Il va suivre la langue du système d'exploitation. Voilà, ça se voit déjà qu'il sera en anglais. Donc, au moins, on aura les menus en anglais. Ce sera quand même mieux. Voilà, le document se relance. Les menus sont en anglais, donc je vais aller voir la palette page, Window Pages. Et voilà. Et donc, ce que je suis allé vous montrer, c'était bien sûr dans le menu les options de panneau. Voilà, vous avez en anglais cette fois-ci. Ce sera plus sympa. Oui, quand même, parce que c'est quand même mieux. Évidemment, c'est pas à vous que je vais le dire que c'est quand même mieux d'utiliser les logiciels en anglais, parce que n'espérez pas que dans les villes multilangues comme Bruxelles, par exemple, vous ayez les logiciels en français. Ça va pas trop être possible. Alors voilà, vous avez la palette page, elle est séparée en deux parties. Vous avez au-dessus de la ligne horizontale qu'on voit là, au-dessus de la ligne horizontale, vous avez ce qu'on appelle les gabarits. C'est des modèles de pages. Certains gabarits ont été faits en créant des blocs roses. Voilà, ça c'est le gabarit de départ. Puis on a au départ de ce gabarit de départ le A. Il y a un gabarit B qui a été fait, où on a scindé les lignes horizontales, les blocs horizontaux, on les a scindés en 3 colonnes. Une variante ici, gabarit C, ça a été scindé en 4 colonnes. Certains gabarits ont été créés au départ de pages du document. Donc ça, c'est tout à fait possible de créer des gabarits au départ de pages du document. On a le gabarit D, E, le F. Donc l'idée, c'est que quand vous devez faire plusieurs fois de suite, chaque mois par exemple, un magazine, vous avez la possibilité de transformer des pages du document en une page modèle que vous allez pouvoir multiplier par la suite dans l'édition suivante du document, la version suivante du document. Hein. Vous avez fait ça pour le mois de septembre, par exemple. En septembre, vous avez stocké dans la palette, dans la zone gabarit ici, vous avez stocké des pages du document de l'édition de septembre. Vous allez pouvoir le réutiliser dans l'édition d'octobre et novembre, etc. si vous voulez. Ben, faisons ça, on va faire ça, parce qu'en bas de la ligne horizontale, on a bien sûr les pages du document. On va par exemple au départ de la page, la double page, ce qu'on appelle une planche, un spread en anglais. Vous allez activer les deux pages 18 et 19 et on va l'envoyer en tant que gabarit dans la palette, dans le haut de la palette page. Donc avec la touche majuscule, vous activez les deux pages 18 et 19, bien sûr. Hein, clic, majuscule, clic. Et puis, il y a deux manières de faire. Dans le menu de la palette page, on a Master Pages et Save as Master. Ou alors, vous déplacez les deux pages là qui sont activées, vous les déplacez directement là dans la partie gabarit. Et voilà, vous avez un gabarit G. Ça veut dire qu'à tout moment, je pourrais ajouter des pages au document sur base de ça. Bien sûr,
le texte va devoir changer, le titre va devoir changer, les images vont changer, vous aurez la même structure. C'est ça l'idée, hein, c'est de faire la même structure, mais de remplacer. Hein. Vous n'allez pas avoir le même article d'un mois à l'autre dans le magazine. Par contre, la même structure, pourquoi pas. Alors voilà, on va double-cliquer sur ce gabarit G. Et vous devriez voir derrière la double page du gabarit G qui apparaît. Donc barre d'espacement pour bouger bien sûr le document dans sa fenêtre. Quand vous serez en train de travailler dans un texte, la barre d'espacement, vous ne pourrez pas l'utiliser puisque ça va ajouter des espaces. Mais vous utiliserez la touche Alt à ce moment-là. Mais tant que vous n'êtes pas en train de travailler dans un texte dans InDesign, c'est la barre d'espacement, le raccourci de la main qui vous permet de bouger. Alors voilà le gabarit. Je vais peut-être l'afficher en affichage normal, voilà. Et vous allez pouvoir peut-être l'adapter déjà, parce qu'il y aura un boulot qui va se faire chaque fois que vous allez utiliser ce gabarit pour créer des pages dans le document. Vous allez devoir enlever les images et le texte original, mais autant le faire directement dans le gabarit, comme ça, dès que je crée des pages au départ de ce gabarit dans le document, elles sont prêtes à accueillir des images. Donc, on va faire ça. Vous êtes dans le gabarit, on vérifie, vous avez bien double-cliqué sur le gabarit. Je dis ça parce que quand je dis de double-cliquer sur le gabarit G, par exemple, c'est ce que je vous ai dit, il y en a certains qui font juste que cliquer, donc ils ne sont pas dans le gabarit. On vérifie que vous êtes dans le gabarit. En bas à gauche de la fenêtre, est-ce qu'il est bien indiqué G Master ou gabarit G, un truc comme ça. Oui, vous êtes bien en train de regarder le gabarit G, c'est parfait. Alors voilà. On va manipuler ici les choses, on va prendre la flèche noire, oui, et on va cliquer sur les réticules des images. Regardez ça, vous avez en fait possibilité de manipuler dans InDesign les blocs de deux manières. Avec la flèche noire, quand rien n'est sélectionné, là je viens de cliquer à côté, si je clique sur le bloc n'importe où sauf sur les réticules, je manipule le bloc. Mais oui, donc je peux le bouger éventuellement, voilà. Je bouge le bloc image, mais là je vais faire commande Z une fois, deux fois pour le remettre en place. Mais si je clique maintenant sur le réticule central, je vois apparaître un cadre brun, c'est l'image. Donc on manipule les blocs, soit le bloc, le conteneur et son contenu, soit uniquement son contenu. Pour manipuler uniquement le contenu, c'est cliquer sur le réticule central, la petite rondelle là. Alors une fois que vous êtes avec le cadre brun qui apparaît, vous allez enfoncer la touche suppression sur le clavier, et vous ne vous retrouvez seulement avec le bloc sans l'image. Donc l'idée, c'est que là, je suis dans le gabarit, je supprime les images, parce que comme ça, ce sera plus rapide quand je vais utiliser ce gabarit pour créer des pages dans le document. Je n'aurai qu'à amener des images, je n'aurai pas à supprimer chaque fois les images. Donc n'hésitez pas à zoomer. Ah oui, tiens, on a une image ici qui est inaccessible, on va en parler. C'est parce que c'est une image particulière. Par contre, l'image de droite, là, oui, ça devrait marcher. L'image de droite, je clique sur le réticule central, touche suppression, et voilà. Donc, les blocs sont roses, mais ça n'a pas d'importance, puisque quand il y a des images dedans, on ne les voit plus. Alors, ce sont des blocs qui sont... en fait, cette page-là, au départ, a été créée au départ d'un des gabarits. B ou C. C'est lequel, au fait? Il faut regarder le nombre de colonnes. Bah oui, c'est le gabarit B, puisqu'il a 3 colonnes, le gabarit B. Donc ça se voit, cette page-là a été créée au départ du gabarit B. Et les blocs qui sont dans le gabarit B, vous allez pouvoir expérimenter ça un peu plus loin, sont déjà préformatés pour que, quand on amène une image dedans, elle se redimensionne toute seule. Normalement, ça ne fonctionne pas comme ça dans InDesign. Quand on amène une image dans un bloc, il faut la redimensionner soi-même. Mais on peut préformater, pré-régler les blocs pour que l'image se redimensionne toute seule. Et c'est ce qui est fait ici, en fait. Et ces blocs-là roses qu'on voit dans le gabarit G sont toujours préformatés pour ça. Hein. Si vous voulez voir le préformatage, c'est simple. Vous sélectionnez un des blocs avec la flèche noire et vous allez dans le menu Objet, Object Fitting, Objet Ajustement, et vous allez voir les options d'ajustement de blocs. C'est là que ça se pré-règle un bloc. Et ils sont pré-réglés, donc les blocs, ça se voit ici, pour que quand on amène une image dans un bloc, l'image remplisse le bloc, mais sans être écrasée dans un sens ou l'autre. Les proportions sont gardées. Et elle se centre dans le bloc. Voilà, donc c'est là que ça se passe, le pré-réglage des blocs. Alors pourquoi est-ce qu'on a une image là qui ne veut pas se sélectionner? C'est une question de calque. Oui, vous avez des calques dans InDesign, comme on en a dans Photoshop ou dans Illustrator. Alors on va aller dans le menu Fenêtre,
jusqu'à la ligne Calque, Window Layers, et vous allez voir qu'en fait il s'agit d'une image particulière, c'est une image qui habille. Elle habille le texte. D'ailleurs, on va pousser un peu plus loin cette histoire d'habillage aujourd'hui. Donc, actuellement, le seul calque sur lequel je travaille, c'est le calque qui contient les images normales, on va dire, qui sont à côté du texte, et le texte. Voilà, ça c'est le calque sur lequel on est en train de travailler. Il n'est pas verrouillé. On a créé un calque précédemment, spécialement pour les images qui habillent. C'est plus simple de les mettre sur leur propre calque. Alors, ce que vous allez faire, vous allez déverrouiller le calque habillage et par sécurité, pour que ce soit plus facile à manipuler, vous allez verrouiller le calque image et texte. Donc voilà, il suffit d'enlever le verrou en face du calque habillage et de mettre un verrou en face du calque image et texte. Et maintenant, quand vous cliquez sur le bloc, sur le réticule central du bloc de l'image qui habille, vous avez possibilité d'enfoncer la touche suppression et voilà, c'est supprimé. Ah tiens, ce bloc-là n'a pas de bloc de fond rose parce qu'il ne vient pas du gabarit, en fait, on l'a créé directement sur la page. Bon, si vous voulez voir un peu ce que ça donne l'habillage, vous pouvez manipuler le bloc. Alors voyons un peu si on peut le prendre par l'intérieur, oui. Avec la flèche noire, vous pouvez le déplacer, comme ça vous voyez que chaque fois que vous placez à un endroit le bloc, il pousse le texte tourne autour du bloc. Alors bien sûr, si vous mettez le bloc au milieu d'une colonne, c'est foireux. Ça ne se fait pas, ça, parce que vous avez le début d'une ligne qui continue après l'image, là. C'est complètement foireux. On ne fait pas ça. Quand les blocs qui habillent, si on les met sur du texte, on les met soit sur le bord du texte, soit au milieu d'une colonne. Voilà, comme ça. C'est quand même beaucoup mieux. Alors on va enregistrer le document, vous faites File Save As, menu fichier enregistrer sous, et vous allez enregistrer dans le dossier d'assemblage ici, enregistrer le document. Mais je vous demande d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, c'est toujours mieux. Comme ça régénère la structure XML du document InDesign. Comme ça, il y a peu de chances qu'il plante complètement et qu'il devienne illisible. Mais également, l'intérêt, c'est pas juste du point de vue informatique de régénérer la structure XML du document InDesign. Il s'agit aussi en cas d'erreur créative de votre part, de pouvoir récupérer rapidement la version juste avant, quoi. Vous avez complètement foiré un document parce que vous avez cru que c'était bien de faire ceci ou ça. Plutôt que d'essayer de réparer complètement le document, parfois il y a trop de CTRL-Z à faire. Réouvrir la version précédente, c'est très bien. Donc voilà, ici j'ai renommé le document, je l'ai appelé 48 au lieu de 47. Et je l'enregistre dans le dossier d'assemblage, bien sûr, à côté du document précédent que j'avais ouvert, le 47. À la fin, quand on aura fini le cours d'aujourd'hui, il faudra faire un dossier d'assemblage, un nouveau dossier d'assemblage dans lequel vous allez... Voilà, tout sera mis. Ce sera menu File, Package, menu Fichier, Assemblage, c'est ce qu'on fera à la fin. Et avec ce dossier d'assemblage, tout sera réuni par InDesign, tout ce qui est nécessaire pour que le document fonctionne, donc les polices, les liens, fichiers IDML, fichiers PDF en plus. Voilà, mais ça on ne le fait pas maintenant. Alors à la fin, je vous demanderai de tout ce qu'on a fait aujourd'hui, de le mettre sur un serveur, c'est-à-dire le dossier d'assemblage du document, plus le dossier d'assemblage que vous allez créer en faisant File, Package, plus le dossier dans lequel vous aurez mis toutes vos versions. Vous allez rendre deux choses dans votre dossier sur le serveur. Vous allez voir, il y a des petits dossiers à votre nom auxquels seul vous avez accès. Donc ça va être bien. Alors, dans le gabarit G dans lequel je suis en train de travailler, bon, il y a aussi du texte. Alors, un truc qui serait intéressant, ce serait de créer... de supprimer le texte, parce que ce ne sera pas chaque fois le même texte. C'est pas seulement pour gagner du temps quand je vais utiliser le gabarit pour créer des pages dans un autre document. C'est aussi pour éviter qu'un vieux texte se retrouve par erreur dans le nouveau document. Ce serait foireux. Ça peut poser des problèmes. Imaginez qu'au mois de novembre, je fais un article sur les grands-mères et par hasard, le
au mois d'octobre, c'était un article sur les cougars. Il ne faudrait pas que le texte sur les cougars se retrouve dans l'article sur les grands-mères, ce serait mal vu. Hein. Voilà, ce sont des genres de choses qui pourraient vraiment nous foutre mal. Donc voilà. Ou inversement, c'est pour les cougars, c'est dommage. Alors, voilà, le texte n'est pas accessible. Vous savez pourquoi? Et bien sûr, c'est parce que le calque image et texte qui contient les blocs texte, il est verrouillé. Donc je le déverrouille dans la palette Layers, dans la palette calque. Le calque est déverrouillé. Alors avant de supprimer le texte, d'abord le bloc texte, il y a des blocs texte là, il y a des blocs texte, un bloc texte ici pour la colonne de gauche, un bloc texte pour la colonne de droite, bien sûr, ceux qui connaissent InDesign savent qu'on pourrait aussi faire un grand bloc texte et dans les options de bloc de texte, demander d'avoir 2 colonnes, mais ici c'est une manière de faire. Et vous voyez que tout colle aux repères. Quand vous êtes en affichage normal, vous avez des repères horizontaux et verticaux qui sont sur des calques d'ailleurs qui sont verrouillés, il ne faut pas les déverrouiller. C'est le principe, hein, pour arriver à faire facilement une mise en page qui en jette une belle mise en page, on travaille sur base d'une grille en fait. Donc c'est-à-dire que chaque page du document est basée sur cette grille, bien que chaque page soit différente des autres. Vous occupez pas des pages 4 et 5, elles ne sont pas terminées, mais en tout cas les pages 6 et 7, 8 et 9, 10 et 11, on voit que tout ça, il y a une structure qu'on sent derrière. C'est ça le secret d'un bon document de mise en page, c'est que d'une page à l'autre, c'est varié, les images ne sont pas au même endroit, les textes ne sont pas au même endroit, mais on sent qu'il y a une structure, que c'est basé sur une structure, que c'est pas du n'importe quoi, on n'a pas placé les blocs images et les blocs textes n'importe où. Donc voilà, très important, si vous voulez faire une belle mise en page sur un document long, enfin 8 pages ou plus, une structure derrière, une grille comme celle qui est là, et puis vous faites des variantes en fusionnant des blocs, en supprimant des blocs, en les agrandissant. C'est ce qu'on va tester aussi. Ok, donc j'en étais à mon gabarit ici. Le curseur texte, je vais aller le mettre dans des paragraphes. Normalement, vous voyez les balises de fin de paragraphe. Les balises sont là, même les espaces entre les mots. Il y a une petite balise, un petit point bleu. Ça permet de repérer là où il y a des doubles espaces, notamment. Ah oui, je suis en train de travailler dans le texte avec l'outil texte. Donc je vous avais dit, touche Alt pour arriver à bouger dans la fenêtre. Sinon, ça fait des espaces, évidemment. Alors c'est un texte qui est copié-collé de Wikipédia. Il doit encore être nettoyé, notamment les références aux notes de bas de page. Là, voilà, c'est le genre de choses qui peut être nettoyé. C'est un texte qui a été copié-collé de Wikipédia. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce qu'on peut récupérer les hyperliens de Wikipédia? Oui, mais il ne faut pas le faire par copier-coller, il faut importer le texte à ce moment-là. C'est une autre chose, et ça n'a d'intérêt que quand vous faites un document interactif au départ du InDesign. Donc si c'est un document imprimé, les hyperliens de Wikipédia, tous les hyperliens qui étaient dans le texte ont disparu, bien sûr, et c'est pas grave, c'est très bien. Donc le texte a été transféré de Wikipédia par copier-coller au départ du navigateur web. Ok, donc vous mettez le curseur texte n'importe où dans le bloc. Tout le monde voit les balises quand vous êtes en affichage normal. Ça, c'est parce qu'on a été demandé dans le menu texte, menu type, on a été demandé de montrer les caractères masqués, show hidden characters. Et bien sûr, ici, ça propose de les masquer puisqu'ils sont déjà montrés. Alors voilà, l'idée, c'est de faire, avant de supprimer le texte du gabarit, c'est d'en faire quand même un style. Pour pouvoir rapidement recoller du texte et réappliquer le style, le formatage en fait. Alors voilà, vous allez dans le menu texte et vous demandez style de paragraphe. Donc la palette style de paragraphe devrait apparaître. Alors, la palette style de paragraphe arrive avec une palette qui s'appelle style de caractère. Quelle est la différence ? Eh bien, il faut considérer qu'un style de paragraphe, c'est pour formater l'entièreté d'un paragraphe. L'entièreté d'un paragraphe. Alors que un style de caractère, c'est pour modifier certains mots. Par exemple, je veux que certains mots soient en italique, ils soient en oblique penché dans le texte, plutôt que d'aller enclencher chaque fois dans la palette caractère, aller chercher la police, la variante de police ici, italique. Pour chaque mot, je peux utiliser un style de caractère. Donc les styles de caractère, dans un premier temps, vous ne les utilisez pas. On utilise les styles de paragraphe. Donc voilà, pour l'instant, ce paragraphe-là utilise le style qui s'appelle paragraphe de base.
Ben, bien sûr, on va créer un style de paragraphe au départ de ce texte. Vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe et vous demandez nouveau style de paragraphe. Et là, vous allez pouvoir même lui donner un nom ici. Donc, je vais l'appeler corps du texte ou en anglais body. C'est le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document. En fait, c'est le texte standard du document. On appelle ça le body ou le corps du texte en français. Alors, quand vous créez un... Ne cliquez pas encore sur OK, attention. Quand vous créez un style de paragraphe, ou n'importe quel style d'ailleurs, ça peut être un style d'objet, un style de caractère, un style de cellule pour les tableaux, un style de tableau ou quoi que ce soit, faites attention à deux choses. Ici, il faut qu'il soit indiqué d'après, based on, aucun paragraphe. Parce que c'est un système qui s'appelle le parentage de style. Et c'est pour ceux qui sont un peu plus habitués à InDesign, qui sont un peu plus avancés dans InDesign. Le problème, c'est que parfois, ça s'enclenche. Et ça va vous créer des problèmes par la suite. Quand vous allez modifier un des styles du document, ça va modifier un autre style, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il y a un parentage, il y a un parent et un enfant, il y a un style parent et un style enfant. Donc, on vérifie toujours qu'il est bien indiqué d'après aucun. Ensuite, vous pouvez faire ceci, c'est cocher l'option « Appliquer le style à la sélection ». Bon, c'est-à-dire que, dans ce cas-ci, c'est pas très important, parce que de toute façon, on va supprimer le texte. Mais en général, quand vous générez un style, quand vous créez un style au départ d'un texte existant, on veut que le texte qui crée le style reçoive lui-même le style qu'il est en train de créer. C'est logique, hein? Vous générez un style au départ d'un texte, vous allez pouvoir appliquer le style à d'autres paragraphes, mais il faut que le paragraphe qui a créé le style lui-même utilise ce style. C'est ce qui vous permettra par la suite d'aller modifier le style, modifier tous les paragraphes du document qui utilisent ce style. Donc voilà, ça c'est une bonne idée de cocher « Appliquer le style à la sélection ». Bon ben voilà, on clique sur OK et on a créé un style. Et comme prévu, le paragraphe en question utilise le style. Le suivant, si je clique avec l'outil texte dans le paragraphe suivant, il n'utilise pas encore le style, mais je peux lui appliquer, comme ça, voilà. D'accord? Donc on avait le premier paragraphe qui a servi à créer le style, il utilise le style parce qu'on avait coché l'option « Appliquer le style à la sélection ». Le deuxième paragraphe, là, je viens de lui appliquer le style en cliquant dessus. Voilà, ne faites pas plus, hein. Pour l'instant, ne faites pas plus. Alors, l'idée des styles, ben, vous connaissez sans doute ça dans Word, hein, c'est qu'on va pouvoir télécommander, au départ du style, on va pouvoir télécommander l'aspect du texte et le modifier. Par exemple, ben, essayons ça, sans même avoir bien sûr le texte sélectionné. Ici, vous allez désélectionner avec la flèche noire, vous cliquez à côté de la page, donc le bloc n'est plus sélectionné. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de la page, le bloc n'est plus sélectionné. Vous allez pouvoir télécommander l'aspect de ce paragraphe. Donc en double-cliquant des paragraphes qui utilisent ce style, en double-cliquant sur le nom du style, allez-y. N'oubliez pas d'avoir cliqué à côté de la page avec la flèche noire pour désélectionner tout. Voilà. Donc vous avez la possibilité d'aller modifier notamment la dimension du caractère. On va aller dans les formats de caractère de base ici. On est à 12 points. Vous avez une case aperçue à cocher si vous voulez voir derrière ce que ça donne directement. Donc dans la boîte qui s'est ouverte, la boîte des options de style de paragraphe qui s'est ouverte quand vous avez double-cliqué sur votre nom de style de paragraphe, vous allez dans les formats de caractère de base, vous cochez la case aperçue en bas à gauche, et quand vous modifiez bien sûr notamment la taille du caractère, on voit que ça modifie les paragraphes qui utilisent ce style, mais pas les autres. Alors, une fois que vous avez fait ça, là j'ai cliqué sur OK, je vais faire commande Z, CTRL Z, j'annule la modification du style parce que la taille du caractère était bonne ici. Ça allait. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas les styles de paragraphes, qui sont peut-être assez peu nombreux à mon avis, vous avez compris le principe. On télécommande l'aspect de tout un document, même des centaines de pages vont pouvoir être modifiées comme ça grâce au style. Ça suppose que tous les paragraphes utilisent le style. Donc si je veux évidemment appliquer rapidement ce style à tous les paragraphes qui sont là, je fais clic avec l'outil texte, je clique dedans, je fais un commande A qui correspond à édition tout sélectionné.
Vous voyez que sur la page de droite, ça se sélectionne aussi, parce qu'en fait, on a affaire à des blocs qui sont chaînés. Il y a un chaînage. Le texte qui arrive en bas du bloc de gauche, là, il coule dans le bloc de droite. Quand il arrive en bas du bloc de droite, il coule dans le bloc de la page de droite. C'est du texte qui est chaîné. Et là, on peut évidemment appliquer le style à tout le texte, ce qui suppose maintenant que quand je clique avec la flèche noire à côté de la page, rien n'est sélectionné. Je peux quand même télécommander l'aspect du texte qui utilise ces paragraphes. Voilà, par exemple, changer la police, je mets le curseur là. Est-ce que ma case aperçue est toujours cochée? Normalement, oui. Oui, elle est cochée. Je mets par exemple le curseur là et je peux jouer avec les flèches haut et bas sur le clavier pour changer la police de caractère. Alors parfois, certaines polices n'apparaissent pas parce que le texte devient trop grand. Voilà, c'est comme ça qu'on change la police de caractère. Alors bien sûr, pour les polices de caractère, regardez ce qui se fait dans les magazines. Quand vous devez choisir une police, ne faites pas n'importe quoi. Évidemment, on ne va pas mettre du gothique sur tout le texte. Là. Voilà, ça, par exemple, si vous faites un document InDesign avec du texte comme ça, c'est complètement pourri. Ça paraît évident, quoi. Hein. Vous ne faites pas ça, hein. Ça, c'est nul, quoi. À moins qu'il y ait vraiment une raison de le faire. Vous faites un document éventuellement. Ben c'est pas lisible en plus. Hein. Mais vous faites un document en rapport avec Harry Potter, pourquoi pas. Mais sinon, vous oubliez ça. Hein. Alors, autre chose à éviter, c'est ceci. Ne le faites pas, je vous montre. Je sélectionne les deux blocs ici. Je vais changer la couleur ici du fond de bloc. Je vous dis ce qu'il ne faut absolument pas faire en mise en page. Hein. Et je mets le fond du bloc en noir. Là, je suis juste allé chercher dans menu fenêtre, couleur, le nuancier. Ne faites pas ça. Alors le noir, je vais le monter à 100%, voilà. Du coup, je clique à côté des blocs qui ne sont plus sélectionnés. Je vais aller dans le style de paragraphe ici. Demander de modifier la couleur des caractères et je vais les faire passer en blanc. Alors ça pose plein de problèmes. Quand vous imprimez, l'encre va déborder sur les lettres et elles vont s'affiner, ça va être pourri. Elles vont changer d'aspect. Et également, voilà, c'est difficile à lire. Et je vous préviens tout de suite parce que je vois souvent des étudiants qui font des documents de mise en page où quasiment sur toutes les pages, c'est du texte blanc sur fond noir. C'est vraiment mauvais. Ne faites pas ça. Alors vous allez dire, mais c'est d'autant plus pourri qu'on voit que le texte colle au bord du bloc. Oui, ok, mais ça c'est pas grave. Si j'active les deux blocs et je fais commande B, j'ai la possibilité d'éloigner le texte du bord du bloc avec la marge intérieure. Commande B, menu objet, option de bloc de texte. Donc le problème n'est pas là. Le problème c'est surtout que c'est moche, quoi. Et en plus, ça fait des gros pâtés d'encre noire qui ont du mal à sécher quand les feuilles sortent de la presse et ça salit, les feuilles se salissent les unes des autres. Ça consomme plus d'encre. Les imprimeurs détestent ça, bien sûr. Ils vont vous facturer un peu plus, éventuellement. Enfin, voilà, évitez ça. Par contre, bon, éventuellement, pour un petit encadré, un petit texte, pourquoi pas. Surtout pour un affichage sur tablette, pourquoi pas. Mais non, franchement, évitez ça. Je fais plusieurs commandes Z. C'est illimité, les commandes Z. Au niveau de InDesign. Voilà. Donc, commande majuscule Z pour réappliquer éventuellement, pour aller en avant. Hein. Commande Z pour aller en arrière, commande majuscule Z pour aller en avant. Voyons un peu la palette des styles de paragraphes qui était là. Voilà, ok. Est-ce que c'est bon? Oui, ok. Bon. Vous avez créé votre style de paragraphe. Ben maintenant, vous allez pouvoir supprimer le texte. Vous avez en quelque sorte stocké l'aspect du texte, donc supprimez-le. On met le curseur texte dans le bloc texte, on fait commande A. Tout se sélectionne même sur la page de droite, je vous ai dit, c'est parce que c'est chaîné. On enfonce la touche suppression, voilà. Ce qui est important, c'est que les blocs sont toujours là, en fait. Hein. Si vous avez supprimé les blocs, c'est idiot. Il faudra les refaire pour mettre du texte. Voilà, enregistrer le document sous un certain nom.
Voilà, au départ de ça, il nous reste à générer une page, puisqu'on est en train de travailler sur un modèle de page, un gabarit. Il nous restera à générer une page dans le document, à insérer des images et à insérer un nouveau texte. Et le titre aussi, ah oui, le titre, au fait, oui, faites ça aussi pour le titre, tant qu'on y est. Donc dans la palette des styles de paragraphes, c'est tout bête. On clique avec l'outil texte dans le titre, voilà. On va dans le menu de la palette paragraphe, créer un nouveau style de paragraphe. On vérifie qu'il est bien basé sur aucun. Appliquer le style à la sélection à cocher, c'est parfait. Je vais appeler ça titre. Titre dans cartouche, voilà. Parce que le cartouche, c'est donc le nom qu'on donne à ce bloc dans lequel se met le titre. Hein. C'est un cartouche. Un cartouche. Voilà, ok. Donc là, j'ai le titre qui est là dans la palette des styles et paragraphes. Tiens, il y a un petit signe plus à côté. Pourquoi? Je vais réessayer. Alt-clic sur le nom du style. Ah oui, ok. C'est bon. Ça passe. Alt-clic pour enlever le petit plus. C'est juste un petit bug ici. Voilà, ça va aller. Et puis alors, une fois que le style est créé au départ du titre, je peux le supprimer, bien sûr, le titre. Donc je mets le curseur dedans, commande A, touche suppression, voilà. Le bloc est prêt à recevoir un autre titre quand je ferai un autre article basé sur ce modèle de double page. Voilà, donc il nous reste à utiliser ce gabarit pour générer une page dans le document et on va la peupler avec du texte, un nouveau texte et de nouvelles images. Alors, les images... dans un document qui va être imprimé, est-ce qu'elles doivent être en RVB ou en CMJN? CMJN. Est-ce qu'elles doivent être à 300 pixels par pouce ou à 150 ou à 600 pixels par pouce? 300. Ok. Vous avez étudié InDesign déjà? Ok. C'est bien parce que vous avez tout faux. Ça fait 15 ans que Adobe dit qu'il faut utiliser, même pour les documents pour l'impression, il faut utiliser des images RGB. Donc depuis à peu près le début des années 2000. Ici j'ai tapé, je suis gouré, j'aurais dû taper Should use RGB InDesign. Vous pourrez trouver l'article, c'est un article d'un site de référence, vraiment des experts en InDesign. Ils ont écrit pas mal de bouquins, ils participent vraiment à l'élaboration du logiciel. Et ils vous expliquent pourquoi vous devriez utiliser des images RGB dans InDesign et les convertir en CMJN au moment où vous faites l'exportation du document en PDF. C'est à ce moment-là, c'est le plus tard possible qu'on transforme en CMJN les images, parce que vous faites un document qui peut se servir aussi pour un magazine interactif sur tablette. Et donc là, pourquoi mettre des images CMJN ternes? Imaginez que vous faites quelque chose sur la nourriture ou sur les mangas ou quoi que ce soit, vous allez avoir des couleurs vertes qui vont être ternes. Et alors, le fait que les images doivent être à 300 pixels par pouce, c'est un vieux truc qui date des années 90, au moment où InDesign n'existait pas encore. En fait, on travaillait avec Quark Express et ils faisaient mal leur dimensionnement des images, donc il fallait les préparer dans Photoshop. Mais ce qui compte, c'est la résolution effective dans InDesign. Je vous montre ici, je vais aller sur une page, par exemple la 14, je double-clique sur la page 14. Je vais faire apparaître la palette des liens, menu fenêtre, liens, window links. Et là, j'ai les images utilisées dans le document. Je sélectionne un bloc qui contient une image, voilà par exemple celle-là, avec la flèche noire. Ok, on me montre qu'elle est là. Bon, l'image est en plusieurs versions, à plusieurs endroits du document. Hein. Il est sur la page 8 deux fois, sur la page 14 deux fois, sur la page 16 deux fois. Enfin voilà, donc ça c'est pour ça que vous avez l'image qui apparaît plusieurs fois en fait. Hein. La même image, le même fichier qui est dans le dossier Links sur le disque dur. Quoi qu'il en soit, quand vous déployez ici en bas les informations, vous avez les informations ici. L'image qui est là est à 72 pixels par pouce. C'est une image qui vient du web, elle est à 72 pixels par pouce. Alors quelqu'un qui n'y connaît rien et qui voit ça, une image à 72 pixels par pouce, il se dit « Mince, dommage, je ne peux pas l'utiliser dans une mise en page pour faire un travail sérieux. » Entre parenthèses, ce sont des images du domaine public, donc on a le droit de les utiliser, celles-là. Hein. Vous avez sur le web des images du domaine public que vous avez le droit d'utiliser même pour des documents commerciaux.
Donc c'est la raison pour laquelle parfois on va chercher des images sur le web. Dans des banques d'images, on les paye, ou alors gratuit. Voilà. Mais en fait, ça n'a aucune importance. La résolution d'une image en 2018-2019 peut être sans aucun problème, et ça fait quand même 15 ans que ça dure. En fait, non, depuis 1999, depuis la première version de InDesign, ça n'a plus d'importance, la résolution des images. Quand vous ouvrez une image dans Photoshop et que vous voyez qu'elle est à 72 pixels par pouce, ne vous en faites pas. Ce qui compte, c'est qu'une fois que vous l'avez redimensionné à une certaine taille sur la page dans InDesign, les pixels se sont tassés les uns sur les autres, et là on est à une résolution d'image dans InDesign de 561, c'est-à-dire largement supérieure aux 300 pixels par pouce qui sont habituellement recommandés quand on fait un PDF pour l'imprimeur. Vous comprenez l'idée? C'est que ça n'a pas d'importance. En fait, cette image, elle est monstrueusement grande. Hein. Si je l'ouvre dans Photoshop, je suis certain qu'elle doit faire 1 mètre sur 1,50 m avec une résolution de 72 pixels par pouce. Hein, parce que les pixels sont fort espacés les uns des autres. Mais si on la met en tout petit sur une page A4 dans un document InDesign, elle devient tout à fait acceptable. Vous avez ça pour chaque image, vous pouvez regarder ça pour chaque image du document. Même les images qui sont grandes, il y en a peut-être certaines qui sont grandes et qui sont... Voilà, il y a une image ici de la bestiole, je sélectionne l'image, allons voir un peu. Et ben voilà, c'est une image qui, elle, quand je suis allé la chercher sur le web, elle était pré-réglée en 180 pixels par pouce, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est à la dimension que je la mets dans le document là, quelle est sa densité de pixels, on est à 316 pixels par pouce, c'est largement suffisant. Donc voilà, vous avez appris 2 choses. Les images, vous avez peut-être appris 3 choses. D'abord, il y a des images sur le web que vous avez le droit d'utiliser, même pour des documents qui vous rapportent de l'argent. Deuxième chose, utiliser des images RVB, c'est mieux. Troisièmement, la résolution, pas besoin de la pré-régler avant d'utiliser l'image dans InDesign. Ça se fait directement dans InDesign. Quand vous redimensionnez l'image dans InDesign, il faut regarder la résolution, ce qu'on appelle la résolution effective. La résolution effective, c'est-à-dire la vraie résolution de l'image dans InDesign. Alors voilà, je vais donc dans la palette des pages et je vais activer ici les 2 pages du gabarit G. Allez-y aussi, clic, majuscule, clic, et vous allez les déplacer à un endroit du document. Alors c'est pas nécessairement à la fin. Regardez, si je déplace le gabarit G à la fin du document, là, j'ai une barre verticale qui m'indique que je vais insérer là, mais je pourrais l'insérer entre la page 17 et 18. Là, par exemple, je lâche le bouton à la souris, et du coup, forcément, la page 18 et 19 deviennent la page 20 et 21. C'est logique. Ça renomme forcément les pages automatiquement, c'est une numérotation automatique. Donc allez-y, déplacez vos 2 pages de gabarit G à un endroit du document. Vous double-cliquez sur les pages du document que vous venez de créer. On vérifie bien, parce que quand je dis de double-cliquer, il y en a souvent qui font juste cliquer et ça ne le fait pas alors. Quand vous avez double-cliqué sur une des pages là, 18 ou 19, enfin en tout cas, ça dépend où vous l'avez inséré évidemment. Les pages que vous venez d'insérer, vous allez vérifier que vous êtes bien dans le document. Il n'est pas ici indiqué G. Parce qu'il ne faudrait pas travailler dans le gabarit. Ce serait ennuyeux. On s'est cassé la tête à enlever le texte et les images, c'est pas pour aller en remettre. Donc attention, ne travaillez pas dans le gabarit. Il n'est pas indiqué G en bas. Il est bien indiqué un numéro de page. Voilà. Donc les pages sont là. Parfait. Et voyons un peu, on va aller mettre un titre... Bon, ben, par exemple, voyons un peu. Ah oui, on arrive à rien sélectionner, c'est logique. Si vous essayez avec la flèche noire sur les pages de sélectionner les blocs roses là qui contiennent les images, ou le bloc qui doit contenir le titre, ou le bloc qui doit contenir le texte, rien ne se sélectionne parce qu'en fait, tout est verrouillé. Ce qui vient d'un gabarit est verrouillé. Alors pour le déverrouiller, il faut enfoncer les touches commande et majuscules sur le Mac, ou CTRL majuscule sur le PC, et cliquez sur le bloc, et vous voyez ces poignées qui apparaissent, il est déverrouillé. À partir de là, je peux mettre le curseur texte à l'intérieur et taper le titre, n'importe quoi,
ce que vous voulez. Alors, le titre ici est en français. On vérifie. Surtout si on est dans un InDesign en anglais. Il est possible que ce ne soit pas correct. D'ailleurs, oui, on a déjà fait de toute façon des styles au départ de ça. Voyons un peu le style. Donc, menu texte, style de paragraphe. Menu type, paragraph styles. Ok, il utilise bien déjà le bon style. Titre dans cartouche. Parfait. Alors je vais cliquer à côté de ça. Le titre, le bloc n'est pas sélectionné. Je vais aller voir un peu, en double-cliquant sur le style titre dans cartouche, est-ce que la langue est bonne? Voyons un peu ça dans les formats de caractères avancés. Il faut qu'il soit indiqué ici la langue qui est réellement celle du texte. Sinon, vous allez avoir des problèmes, notamment pour la vérification orthographique et aussi pour la coupure des mots. Quand vous avez affaire à un texte avec des mots qui se coupent en fin de ligne, ça fonctionnera toujours mieux si le style, là, indique la bonne langue qui est vraiment utilisée. Alors, il y a plein d'autres choses à déverrouiller sur les pages. Là, on a déverrouillé seulement ce bloc-là. Mais on va déverrouiller tout d'un coup. Hein, c'est parce qu'on ne va pas commencer à faire commande majuscule et cliquer sur chaque bloc. Ça va être un peu pénible. Donc voilà, vous allez faire ceci. Vous allez activer les deux pages avec la touche majuscule, clic, majuscule, clic. Elles sont activées toutes les deux. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez demander dans le menu de la palette page, Override all master page items. Donc, c'est dans la version française. Libérer tous les éléments du gabarit, un truc du genre. Donc, il faut avoir activé les deux pages avec clic, majuscule, clic, bien sûr. Et puis, vous allez dans le menu de la palette page jusqu'à cette ligne. Et voilà, normalement, maintenant, quand vous cliquez sur les éléments de la page 18 et 19, ils sont tous déverrouillés, c'est parfait. Nickel. Alors voilà, vous allez amener des images dans ces blocs. Alors les images, on ne va pas aller les chercher sur le web, il y a déjà des images qui sont dans le dossier Links, on va utiliser celle-là. Alors on y va, on va cliquer à côté de la page. Aucun bloc n'est activé, c'est mieux. Voilà, aucun bloc n'est activé sur les pages ici, 18 et 19 dans mon cas. Et vous allez faire File, Place, donc menu Fichier, Importer. Menu Fichier, Importer, et vous allez chercher là où les images se trouvent, dans le dossier Links. Dans le dossier Links, vous allez chercher les choses. Alors voyons un peu ça. Je vais faire un affichage par icône. Voilà. Un affichage par icône, et je vais aller sélectionner plusieurs images. Donc dans ce cas-ci, je vais prendre de temps en temps des images de bestioles, et avec la touche commande, vous voyez, avec la touche CMD du Mac ou la touche contrôle du PC, on peut aller comme ça, activer. Vous prenez celle que vous voulez, ça n'a pas d'importance ici. J'ai pris des voitures, j'ai pris des bestioles immondes, et voilà. Bon, ben j'en ai pris pas mal parce que j'ai que 4 blocs images là en fait, et j'ai quand même 5 blocs images. Il ne faut pas oublier celui qui habille là, qu'on peut aussi utiliser. Et j'ai pris plus que 5 images, mais c'est pas grave. Voilà, ouvrir. Donc ouvrir dans la boîte fichier importer. Ne faites pas fichier ouvrir dans le menu fichier, ne faites pas ouvrir pour ouvrir des images, ça marche pas. C'est uniquement pour ouvrir des documents InDesign. Ici on a fait file placed, fichier importer. On est allé dans le dossier le dossier d'assemblage, dans le dossier Links, on est allé faire afficher par icône, on a fait commande, clic sur plein d'images, elles sont sélectionnées, ouvrir ici. Et on a 7 images qui sont... 7 images sont dans le curseur, on peut passer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite sur le clavier. Et vous décidez laquelle vous mettez où. Bon, ben par exemple... celle-là, je vais la mettre ici. Donc je clique sur le grand bloc rose, pas sur le bord du bloc, vraiment sur une zone où il n'y a rien, que du rose.
Clic, voilà, et elle y va. Je clique ici pour celle-là. Non, je vais choisir un peu avec les touches au clavier. Voilà. Là, je vais cliquer. Et là, qu'est-ce que je vais mettre encore? Ah ben, je vais éventuellement mettre ça. Voilà. Parfait. On a donc les images qui sont arrivées dans le bloc, dans les blocs. Bon, alors ceci, vous ne faites pas, mais on a un petit problème chez un participant ici. Je vais recréer le problème. Je recrée le problème. Alors, ce qui se passe, c'est que, de manière intempestive et non voulue, la participante a pris l'outil texte et a cliqué sur un bloc image, et ça a transformé le bloc image en un bloc texte. Vous voyez le curseur qui clignote là au-dessus. Et évidemment, quand on essaye d'amener une image dedans, maintenant, ça ne fonctionne plus. Il va falloir reconvertir le bloc texte en bloc image. Donc, avec la flèche noire, ben vas-y, tu peux le sélectionner. Puis, on va dans le menu Objet, Contenu, et on dit, tiens, c'est pas du texte, c'est du graphisme. Évidemment, ça ne va pas fonctionner si on a déjà tapé du texte. Je vais vérifier, je tape du texte. Objet, Contenu. Ah ben non, c'est grisé. Il faut que ce soit vidé. Il ne faut pas qu'il y ait du texte. Voilà, je vide le texte. Et Objet, Contenu, Graphique. Voilà, on voit les diagonales qui réapparaissent. Et là, on pourra mettre l'image dedans. C'est quelque chose qui arrive, mais bon, ça fait partie de l'utilisation basique de InDesign. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes nombreux et qu'il y a plein de problèmes qui apparaissent. C'est des choses qui peuvent arriver un jour ou l'autre à tout le monde. Bien, donc je vais aller réimporter une image, File Place. Voilà. Et je vais aller chercher un Brawl. Voilà, ok. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant ma mise en page. On va aller sur le web prendre du texte de Wikipédia. Bon ben voilà, ici j'ai juste tapé Dauphin Wikipédia. Voilà. Et je vais aller sélectionner du texte, par exemple, à partir de biologie, comportement. Vous pouvez prendre n'importe quoi, ce que vous voulez. Et alors, il n'y a pas de problème si... Oui, ne prenez pas trop court. D'abord, première chose, je vais relever le bas de la fenêtre ici. Comme ça me permettra de scroller rapidement. Je relève le bas de la fenêtre, vous voyez. Ensuite, je vais sélectionner ça. Voilà, je commence là. Je descends. S'il y a une image qui est dans le texte, c'est pas grave, elle passera pas de toute façon. Voilà, je vais sélectionner tout ça. Il y a quand même pas mal de texte. Je fais un copier. Je vais dans InDesign. Je mets le curseur texte dans un des blocs. Par exemple, je vais me cliquer sur le bloc de droite, là, sur la page de droite. Je clique. Je ne vois pas le curseur. Pourquoi ? Parce que ce sont des blocs chaînés. Il est au début, oui, sur la page de gauche, vous avez bien compris. Sur la page de gauche ici, ben oui, quand on clique sur un bloc chaîné, ça va au début, au premier bloc du chaînage. On fait un coller, voilà. On a collé le texte. Alors, bon, il y a un petit problème là. Il m'a créé plein de pages, je crois, sur base... Ouais, on va faire édition annulée. Il y a trop de texte annulé. Voilà. Voilà, le texte n'est plus collé. Alors le problème, c'est que InDesign est réglé pour que quand on colle du texte dans un bloc et qu'il n'y a pas assez de place pour montrer tout le texte, il crée tout seul des images, des pages. Il crée tout seul des pages. Ben, ça peut être bien. Ça peut être bien, mais dans ce cas-ci, ça nous ennuie. Donc on va aller désactiver l'option. Donc vous allez dans le menu des préférences de InDesign. Si vous êtes sur PC, bien sûr, c'est édition préférences. Sur un Mac, il y a le menu InDesign. InDesign préférences. Et alors, on va aller, je pense que ça doit être dans composition. Non, c'est dans texte avancé. En effet, pas dans texte avancé, mais dans texte tout simplement. Voilà, vous avez ici la redistribution intelligente que vous allez décocher. Voilà. OK. À partir de là, quand vous retournez rechercher votre texte collé là dans le navigateur web, voilà, Commande C, je reviens dans InDesign, je le colle,
Ça ne crée pas de nouvelles pages. Par contre, ça m'indique qu'il n'y a pas assez de place pour montrer tout le texte, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave. Donc il y a le bloc, les 3 blocs là ne sont pas assez grands pour montrer tout le texte à cette dimension-là, en tout cas. Et ça génère des erreurs. Ce sont des erreurs de pré-flight, de contrôle en amont. Ça vous indique, tiens, si vous générez un PDF au départ de ce document, vous risquez d'avoir quelqu'un qui râle parce que son article n'est pas visible en entier, la fin de l'article n'est pas visible. Voilà. Donc c'est une erreur qui n'en est pas une, quoi. C'est une erreur de composition du document, mais pas une erreur informatique de InDesign. On est d'accord, hein. Mais c'est pas grave. On va le laisser comme ça pour l'instant. Alors vous allez enregistrer votre document. Alors voilà, on va appliquer le style de paragraphe au paragraphe. Vous mettez le curseur texte dans un des blocs, vous faites commande A et on va appliquer le style de paragraphe. Mais c'est déjà appliqué, c'est parfait, donc ça va. Il nous reste quand même à nettoyer ça, parce que vous voyez que les espaces entre les paragraphes dans le navigateur web ont été recréés avec des espaces avec des paragraphes vides. Vous voyez, ça, c'est des paragraphes vides, c'est pourri. Il ne faut pas faire ça. Donc, on va nettoyer le texte rapidement. On a donc un problème de double balise de paragraphes qui se suivent. On va les remplacer par une seule. Donc, vous mettez le curseur n'importe où dans le texte, vous faites commande A, vous allez maintenant dans le menu Édition, Rechercher, Remplacer. Édition, Rechercher, Remplacer. Edit, Find, Change. Et vous allez juste ici indiquer qu'est-ce que vous cherchez. Le petit gizmo ici vous indique que vous allez chercher une balise de fin de paragraphe, suivie directement d'une autre balise de fin de paragraphe, et vous la remplacez par une balise de fin de paragraphe. D'accord? Et vous faites tout modifier, change all, voilà, 14 changements. Je recommence encore au cas où il y aurait 3 balises de fin de paragraphe qui se suivaient, mais ce n'est pas le cas. Jusqu'à ce qu'on m'a dit qu'il y a 0 remplacements qui sont faits. Donc ça a nettoyé rapidement tout le texte. Done, voilà, c'est fait. Parfait.